Vous nous parler de tout ce dont vous devez nous parler ce soir. Donc, avant tout, bonsoir à toute la communauté Octopus. On est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de 30 minutes avec notre rendez-vous mensuel. Et ce soir, nous sommes avec le docteur Vincent Henry, qui est pédopsychiatre au CHU de Montpellier, qui va nous parler notamment de psychoéducation. Alors, on a été obligé, là, pour des raisons techniques en rapport avec les pare-feux de l'hôpital, de vous faire virer sur Zoom plutôt que sur notre plateforme Webico habituelle. Donc, on va certainement accueillir d'autres spectateurs dans les prochaines minutes, mais on va commencer tout doucement. Ce webinaire dure 1 heure. Il se sépare en 2 temps. Il y a un premier temps de conférence qu'a préparé le docteur Henry et un deuxième temps pendant lequel vous allez pouvoir lui poser vos questions par l'intermédiaire du chat et il se prêtera à un jeu de questions-réponses. Normalement, si tout va bien, à 19h00, vous êtes libre. Bien entendu, le replay sera accessible dès demain ou après-demain sur notre site Internet. Et on rappelle toujours que le chat est un espace de travail qu'on essaie d'utiliser avec parcimonie. Voilà, ça c'est l'introduction forfaitaire classique, docteur Henry. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très heureux de vous donner la parole sur cette thématique. Je vais couper ma webcam et mon micro le temps que vous parliez et on se retrouve d'ici une trentaine de minutes si ça vous va. Parfait, parfait. Merci à vous de l'invitation. C'est un sujet qui est important et qui me tient à cœur puisqu'on a une activité importante de psychoéducation. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop là. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que oui. On le voit très bien. C'est parfait. Donc voilà, psychoéducation parentale. Alors, c'est un sujet à la fois très vaste, très connu parce que, l'air de rien, genre, je crois qu'une majorité d'entre vous ce sont des professionnels du soin psychique et donc connaissent cette thématique. Et donc, il y a beaucoup de monde qui pratique ce type de choses. Donc, c'était un peu compliqué aussi dans la création de mon support, pour pas dire des choses trop générales, entre guillemets. Donc, voilà, je vais essayer de vous parler de ma pratique et puis d'éléments un peu spécifiques. Je vais parler plus particulièrement des deux choses à gauche et à droite. Je n'aborderai pas l'éducation thérapeutique du patient, mais je le mets quand même parce que c'est tout nouveau et que c'est important. Alors, c'est synonyme, hein. En tout cas, c'est complémentaire. Ce n'est pas exactement pareil, mais c'est complémentaire à la question de la psychoéducation, l'éducation thérapeutique du patient. On a développé dans le service sur l'unité à Montpellier un programme d'entraînement, d'éducation thérapeutique du patient pour les enfants et adolescents ayant un TDAH, dans lequel on inclut les enfants et les parents. Alors, c'est sous format de stage de demi-journée qu'on réalise pendant les vacances avec les parents et les enfants en parallèle. Donc voilà, j'en parlerai pas plus, mais donc il y a cet ouvrage qui est disponible, qui décrit bien le programme, et puis voilà, c'est une pratique assez récente. Donc déjà, ça me paraissait important de redéfinir. La question de la psychoéducation, c'est une intervention didactique et psychothérapeutique qui vise à la fois à informer le patient et leurs proches. Et l'idée, c'est de promouvoir, d'augmenter les capacités pour y faire face. Donc, c'est à la fois, il y a ces deux aspects, hein, l'information et une méthode pédagogique qui va être adaptée aux troubles, donner des informations et des techniques qui sont spécifiquement liées aux troubles et qui vont permettre du coup de changer les choses. Donc, il y a la question de la compréhension, de l'appropriation du pouvoir et la modification générale des attitudes et des comportements des personnes. Pourquoi la psychoéducation ? Ce schéma, là encore, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein. Vous savez tous le cercle vicieux qu'on voit très fréquemment avec les enfants et adolescents et les familles qu'on suit. Il y a des oppositions, des colères qui vont être souvent disproportionnées, liées aux aspects de dysrégulation émotionnelle ou aux éléments liés au TDAH et au TOP, qui entraînent un épuisement et un stress parental qui peuvent majorer des réponses éducatives désadaptées, elles-mêmes qui vont avoir tendance à dégrader la relation parent-enfant, entraînant plus d'opposition, plus de colère, etc. Un sentiment d'injustice, j'insiste sur ce sentiment quand les enfants relatent la question de dire qu'ils ont l'impression que les choses sont injustes, c'est un sentiment tenace et qui complexifie vraiment beaucoup, je trouve, la prise en charge et l'accompagnement et la relation entre les parents et les enfants.
Alors, là encore, je ne vais pas vous faire l'affront de développer qu'est-ce que le groupe de Barclay en tant que tel, mais quand même, c'était important d'avoir quelques vignettes. Donc, il a été traduit en France en 93. Il a commencé voilà, à se développer en France dans la pratique à partir de ces années-là. Donc, c'est le groupe le plus connu, vraiment l'incontournable dans la psychoéducation, qui est basé à la fois sur le modèle de Barclay par rapport aux questions des fonctions exécutives et aux défauts d'inhibition, clairement des techniques de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, entre parenthèses, c'est une plus-value notable d'être formé en TCC quand on anime ce type de prise en charge. Et puis, ça fait appel aussi aux questions des théories de l'apprentissage social qu'on peut voir dans les deux sens, à la fois le fait que les parents, par des pratiques, enfin, les enfants voyant des pratiques éducatives inappropriées, ces pratiques vont avoir tendance à majorer certains comportements problématiques des enfants. Et à l'inverse, du coup, plutôt un cercle vertueux quand les parents voient un bon fonctionnement ou des techniques éducatives qui fonctionnent, eh bien, ça peut avoir tendance à diminuer les troubles. Donc, le programme, vous le savez, se base en globalement 10 séances. Et là encore, je ne vais pas les développer. Il y a beaucoup d'ouvrages et beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, mais c'est important de les mettre. Je vais plus détailler la question de la résistance non violente, parce que c'est une pratique qui est moins connue, moins développée. Alors, il y a plusieurs, là encore, j'imagine qu'il y a probablement plusieurs modèles, plusieurs programmes plus ou moins bien établis et arrêtés. Nous, on a eu la chance d'être formés par Haïm Omer, qui est un psychologue israélien qui a vraiment bien théorisé, conceptualisé cette approche, qui est en gros des techniques, des éléments de communication non violente euh, liés à la question des comportements violents des enfants dans les familles. Il y a aussi beaucoup de choses qui relèvent pour moi de la thérapie systémique. Et l'élément central, qui est un petit peu différent quand même, je le détaillerai plus en détail après, plus précisément après, il y a vraiment un changement de posture. Donc, ce n'est pas exactement pareil que d'autres programmes de psychoéducation parentale. On s'intéresse absolument pas au comportement de l'enfant. Alors, ça fait un peu bizarre quand on le dit, et on fait exprès de le dire de cette manière-là aux familles, parce que ce sont des familles qui, depuis des années, vraiment depuis longtemps, cherchent à modifier le comportement de leur enfant. Et en thérapie systémique, ce qui se passe souvent dans ces situations-là, c'est que plus vous voulez changer quelqu'un, moins il change. Et c'est encore plus vrai avec les adolescents. Donc, on prend le contre-pied de cet élément-là. Un des éléments centraux, c'est ça, c'est de dire qu'on va. L'objectif premier, c'est pas de changer le comportement de l'enfant. Bien évidemment, on espère que l'objectif secondaire ou indirect, c'est celui-ci et que ça se produise. Mais c'est avant tout de faire attention aux postures parentales et notamment aux postures qui peuvent être prises comme de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Parce que dans ces situations-là, souvent, malheureusement, le cercle vicieux amène ce type de comportement parentaux qui va, là encore, alimenter le cercle vicieux, à la fois parce que l'enfant trouve que c'est encore plus injuste et il a encore moins envie de faire d'efforts, et à la fois sur l'élément d'estime de soi au niveau parental qui va être attaqué. Il y a 3 devises dans ce programme. Alors, il a été. Donc là, je vous ai mis le petit encart. C'est le livre, vraiment le premier livre qui est sorti. Depuis, il y a eu plusieurs ouvrages. Il y a un ouvrage qui a été coécrit avec Nathalie Franck, qui est pédopsychiatre sur Montpellier également, dans le service de Saint-Éloi, avec qui elle a beaucoup travaillé aussi avec Haïm Omer. Donc, il a vraiment construit un programme type. Et puis, il y a un nouveau livre qui s'appelle La Nouvelle Autorité, que je vous conseille aussi, qui est assez intéressant. Donc, les 3 devises, c'est voilà, l'ennemi n'est pas l'oppresseur, l'ennemi est l'oppression. Il faut battre le fer quand il est froid, et il ne faut pas vaincre, mais persister. Et puis, il y a des outils spécifiques qu'on va développer un petit peu après, vraiment dédiés, liés directement à ce programme de résistance non violente. Ce qu'on pourrait dire, c'est un peu schématique, hein, c'est un peu généraliste, mais je trouve que c'est bien de le dire comme ça. L'idée va être de changer les cognitions des parents et passer du côté gauche de l'écran au côté droit. Voilà, avec les différentes techniques qu'on va utiliser, avec les différents programmes qui peuvent exister.
alors que ce soit en groupe ou en individuel, et on verra après les caractéristiques aussi des différentes possibilités, que ce soit en groupe, soit en individuel. Est-ce que ça marche? Là encore, oui, clairement. Alors, je vous ai mis quelques papiers. Je ne les ai pas tous mis parce que ça ne serait pas rentré. Et puis, voilà, j'ai mis les principaux. Clairement, donc, ça fonctionne, la psychoéducation parentale, sur différents critères, sur différentes variables, que ce soit l'intensité des symptômes. Alors, là-dessus, les données ne vont pas toutes dans le même sens. Il y en a qui vont retrouver par exemple, sur les échelles de Conner, sur la DHD, des diminutions de la symptomatologie du TDAH, qu'on va le retrouver chez les parents, un peu moins souvent chez les enseignants. Mais il y a une diminution du stress parental, amélioration de l'impression clinique globale, des habiletés sociales. Il y a des études qui montrent aussi une meilleure adhésion à la prise en charge générale, y compris médicamenteuse, et des améliorations de la qualité de vie. Donc vraiment, ce sont des techniques d'accompagnement et de prise en charge qui ont montré leurs preuves. Alors, après, ça sera probablement un sujet des questions après. C'est la question des programmes, parce qu'il y a beaucoup de programmes différents et beaucoup de manières de l'appliquer, et des bonnes et peut-être aussi malheureusement des mauvaises manières, ou en tout cas des gens peut-être insuffisamment formés. Donc, il y a toutes ces questions qui sont bien sûr importantes, mais globalement, les programmes de psychoéducation parentale bien menés, suivant, on va dire, des protocoles un peu officiels et des techniques, voilà, fonctionnent. La résistance non violente également. Alors, c'est une technique plus récente, donc il y a moins de papier, mais là, je mets un papier qui est assez récent. Hein. Amélioration sur le plan des symptômes externalisés, internalisés, et aussi des symptômes relatifs au TDAH. Diminution des symptômes violents et destructeurs. Amélioration de la du vie, amélioration du sentiment de compétence parentale, qui est vraiment, encore une fois, très, très attaqué dans ces situations-là. Alors, on se questionne beaucoup entre collègues. Hein, ici, on a une grosse pratique d'accompagnement, notamment sur les groupes de Barclay et de résistance non violente. Puisqu'on anime, pour petite parenthèse, on anime là sur notre unité à Perplantade 4 ou 5 groupes de Barclay en parallèle. Donc, on doit accueillir à peu près, je pense, peut-être entre 150 et 250 familles par an. Et la question toujours qui était encore plus posée avec la question du Covid, la question de la distanciation, de la visio, etc., c'était qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on a un impact ou pas? Parce qu'il y a le programme, mais j'aime bien dire, il y a le fond, il y a voilà, la théorie, le programme tel qu'il est écrit, et puis il y a la forme, la pratique, l'animation de ce type de groupe. Donc, je retiendrai ces 4 choses. Les connaissances, bien évidemment, c'est qu'on va proposer aux parents des concepts, des techniques précises, là encore bien établies, bien en lien avec les caractéristiques cliniques des troubles. Ça, c'est la première chose. Il y a la question des échanges. Il y a vraiment un aspect groupe de parents, entre guillemets, général, qui, encore une fois, sur le format groupe, marche très bien et qui est à respecter et à utiliser. C'est vraiment un carburant, quelque part, pour le fonctionnement du groupe et l'efficacité du groupe, je trouve, avec ces aspects de modeling, d'apprentissage social, encore d'apprentissage vicariant. C'est vraiment, on le voit, hein, des parents un peu fermés au départ. L'impact, vous le savez, j'imagine, pour ceux qui pratiquent le groupe, l'impact de la parole des autres parents est 1000 fois supérieur à la nôtre. La question des jeux de rôle et des exercices à faire à la maison, ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On le reprendra peut-être en détail plus après. Et puis, cette animation, c'est réussir, entre guillemets, à être à la fois dans l'apport de connaissances, à la fois dans la régulation, l'optimisation des échanges entre participants, de rebondir, etc. C'est quelque chose qui demande voilà, une pratique particulière et qui est, à mon avis, assez importante. Alors, il y a eu un article, je crois qu'il est paru en 2014, qui reprenait justement un petit peu un petit peu ces questions. Il se posait la question de voilà, quels sont les paramètres contribuant à la réussite des programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Et ils ont défini ces 5 paramètres. Alors, en très, très rapide, le nombre de fréquences. Alors, ils disaient ça va de 7-8 séances jusqu'à, ils ont vu des groupes de 20, 30, 40 séances. Alors, là encore, à chaque fois avec des balances, hein, entre
l'investissement que ça demande aussi sur le plan soignant, l'aspect peut-être redondant et qu'une prise en charge de 8 séances, ce n'est pas le même investissement personnel aussi pour les parents. Donc, il y a des parents qui seront plus à même d'accepter, par exemple, que des séances, que des groupes extrêmement longs. La grande question, est-ce que c'est hebdomadaire ou bimensuel, avec vraiment, nous, on s'en rend compte dans le service, des avantages et des inconvénients à chacune de ces formules. Moi, personnellement, je préfère les groupes hebdomadaires. Je trouve qu'on a plus de facilité à enclencher les soins et que les gens, surtout, essayent de mettre en pratique les choses. Le contenu, bon, voilà, vous connaissez bien, qui est encore une fois en rapport avec le programme en tant que tel, mais avec des grands, comment dire, il y a des grands classiques qui sont dans la plupart des programmes. Comment on fait cet enseignement, comment on anime ces groupes, cette approche collaborative qui est extrêmement importante. La position basse également, qui me semble la position basse des soignants, dire que voilà, on aime bien dire, alors c'est une formule un peu cliché, mais qui je trouve quand même bien ce qu'elle veut dire, de dire que nous sommes spécialistes du TDAH, spécialistes des troubles, mais les spécialistes de leur enfant, c'est eux. Ce sont les parents. Il n'y a pas de personne au monde qui connaît mieux leur enfant que eux, parents, et que donc on va avoir besoin d'eux vraiment pour qu'ils arrivent à appliquer, qu'on arrive à comprendre et à leur amener les choses pour que ça puisse s'appliquer au mieux pour leur enfant. L'utilisation de vidéos, la question des exercices à la maison, alors il n'y avait pas de consensus, dans cet article, dans les différents groupes qui existaient. Pour moi, c'est vraiment important, ça permet, nous on leur dit aussi, on a cette manière de leur dire, c'est un laboratoire, un peu ce qu'on fait dans le groupe, mais il va falloir réussir à transformer l'essai. Donc on part sur des objectifs très très simples au départ, mais on souhaite vraiment que les gens puissent enclencher la machine, parce que le simple fait de noter, par exemple, sur les premières sessions, les premières séances, on demande juste aux gens, on leur dit surtout, vous ne changez rien à la maison, vous ne changez rien. La seule chose que vous faites, c'est que vous notez vos comportements à vous, et vous notez par exemple une crise sur des grilles classiques d'analyse de Beck, par exemple. Eh bien, rien que ça, les parents peuvent dire, quand ils arrivent à le faire, que oui, rien que de noter, ça nous permet de prendre du recul. Je me relis 3 jours après, je ne vois pas les choses de la même manière. Enfin, donc voilà, donc c'est vraiment pour moi essentiel. Des formats qui peuvent être, on peut faire bien sûr de la psychoéducation en individuel. Et puis le cadre, il y a plusieurs cadres, et à mon sens, la plupart des cadres sont compatibles avec ce type de pratique. Il y a la grande question de la visio. J'en reparle un peu après, je crois, donc je ne vais pas en parler là. Il faut faire attention à l'homogénéité des groupes, bien sûr, par rapport aux caractéristiques des enfants. Sinon, imaginons que vous avez un groupe avec des enfants qui ont un trouble sévère et puis un parent ou une famille où les troubles sont extrêmement légers, vous allez leur faire peur. Et l'inverse, dans le sens, il y a aussi un dysfonctionnement, c'est-à-dire que du coup, il y a des parents qui vont se sentir vraiment en grande difficulté si la plupart des gens, les troubles sont légers ou modérés. Et bien sûr, il y a des caractéristiques cliniques aussi des difficultés. Et puis, il faut faire attention aussi au profil parental. Alors, je trouve que sur le groupe de le Barclay, on peut voir les choses de manière assez large quand même, et ça répond à la plupart des situations parentales. Alors, quand il y a vraiment la psychopathologie sévère, ça va être un peu plus compliqué. Ça va complexifier aussi l'animation du groupe. Voilà. Sur des groupes comme la résistance non violente, c'est plus compliqué. Alors, parce que les situations cliniques sont vraiment critiques également, et que la posture des parents peut être voilà, est vraiment importante. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises sur les groupes de résistance non violente d'arrêter des participations de parents. Notamment, alors je vous donne un exemple, il y avait un seul des deux parents qui pouvait venir, et du coup, ce parent arrivait vraiment à changer de posture, l'autre parent n'y arrivait pas du tout, du coup, ça a augmenté un espèce de conflit entre les deux parents, et donc c'était vraiment contre-productif. Et donc, d'un commun accord, on a stoppé le groupe. Donc ça, c'était un premier exemple.
Et puis, j'aime bien dire qu'on n'apprend pas à nager en haute mer. Donc, ce que l'on entend par là, c'est que les gens qui sont vraiment en trop grande souffrance, les parents qui sont vraiment avec des capacités de coping dépassées, qui sont en alerte, qui n'en peuvent plus de ce qui se passe à la maison quand il y a des comportements graves, voilà, vous allez les mettre encore plus en difficulté en essayant d'apporter des changements de posture parce que, encore une fois, voilà, l'image, je trouve, est assez bonne. Ils sont en train de se noyer et vous ne prenez pas la brasse ou le crawl à quelqu'un qui est en train de se noyer. Donc, c'est d'autres techniques et d'autres prises en charge qu'il va falloir proposer en urgence pour ce type de situation. Alors, quelques incontournables que vous connaissez sûrement, hein, qui sont pour moi transgroupe et trans prise en charge qu'il faut vraiment aborder dans ces programmes de psychoéducation, c'est la grande image de l'escalade réciproque sur ces moments où les enfants et les parents vont très tranquillement, entre guillemets, augmenter la pression, augmenter les choses en se renvoyant la balle. Alors, on utilise beaucoup la métaphore du match de tennis, match de ping-pong, un duel entre le parent et l'enfant. Et je dis aux parents, un peu en rigolant des fois, voilà, la prochaine fois que ça se passe ou qu'il y a une colère, peut-être vous allez vous voir en short et vous allez repenser à nous et voir ces balles de tennis. Mais ça fonctionne bien, cette métaphore, sur plusieurs dimensions. La première, c'est que on s'envoie vraiment des balles dans la figure et que quand on est dans un match de tennis bien avancé, 7-5, 6-4, etc., on n'a pas envie de lâcher. Donc, ça explique aussi le fait que si le parent arrive, par exemple, à dire stop, on arrête, on est en train de se disputer ou essaie de s'en aller, bien souvent, les parents disent les enfants, ils me suivent, ils en rajoutent, ils réaugmentent, un peu comme s'ils voulaient, ils ne lâchent pas, entre guillemets, ils cherchent, ils envoient une petite balle dans le ventre là, pour refaire démarrer le parent. Donc là encore, quand les parents se rendent compte de ça, ils arrivent plus facilement à maintenir le silence, entre guillemets. Et puis, parce que voilà, c'est vraiment en tout cas quelque chose il y a un risque de généralisation et puis de se faire mal, hein, vraiment, avec ces balles missiles qu'on s'envoie. On peut se blesser mutuellement et alimenter le cercle vicieux. On aime bien dire aussi, on dit souvent, les parents se disent non, mais pour qui il se prend, il me répond, etc. En fait, de manière un petit peu paradoxale, c'est un peu provocateur de dire ça comme ça, mais on aime bien dire que ce n'est pas vraiment l'enfant qui se met à la place du parent, c'est qu'en fait, il arrive, de par certaines réactions, de par certains petits mots, certains missiles, il arrive à nous traîner sur le terrain de tennis. Donc en fait, c'est nous qui nous mettons un petit peu à sa hauteur en fait, d'enfant, et alors qu'on ne devrait pas faire ce match, entre guillemets. La grande question aussi, je trouve que les parents sont très réceptifs à cette question de l'anticipation, qui est de dire qu'il y a des crises qui reviennent, l'air de rien, avec ces deux dimensions, l'anticipation des situations vraiment récurrentes, où les parents vous disent « mais je savais que ça allait mal finir ». Ok, si vous saviez, si vous pouviez savoir, alors on va pouvoir essayer de faire un petit quelque chose en amont, entre guillemets. Et puis l'anticipation contextuelle, là je donne cet exemple, d'un parent qui dit en allant chercher à l'école, il ne va pas y couper, là je vais lui demander de ranger sa chambre. Et puis en fait, on se rend compte que il se rend compte dans la voiture en réfléchissant qu'il arrive tard, il est lui-même énervé parce qu'il y a eu des bouchons, l'enfant est énervé parce qu'il vient de se disputer, il a eu une mauvaise note, en plus il est super crevé, ça fait 3 nuits qu'il ne dort pas bien parce qu'il fait très chaud. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, on se dit, hop, 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 je vais remettre ma demande à plus tard ou la modifier parce que je sais que je vais au casse-pipe et que là, il va y avoir une explosion. Donc ça, on a vraiment rajouté, c'était pas vraiment en tant que tel dans le groupe de Barclay, mais on l'a rajouté parce que, encore une fois, ça parle bien à la plupart des parents d'enfants ayant un TDAH ou un TOP. La question de la compliance, je vous renvoie à Emmanuel Piquet, que vous connaissez sûrement, qui travaille beaucoup sur le harcèlement scolaire et sur justement les thérapies brèves, stratégiques et systémiques. J'aime bien cette formule, hein, c'est un Alexandra, en plus elle aime bien le dire à chaque fois. Les noms qui se transforment en oui entraînent des tsunamis. Donc c'est le fameux exemple du supermarché de l'enfant qui va dire je veux des bonbons, on dit non une fois, on dit non 2 fois, et puis quand il commence à hurler, on a un peu honte du regard et on dit bon, ok, prends-les tes bonbons. Hein, c'est qu'en faisant ça, bien vous renforcez ce comportement déviant et vous renforcez le risque de nouvelles crises et de nouvelles colères.
le focus sur la RNV, donc c'est vraiment une prise en charge particulière. Alors déjà, il y a un gros, vraiment un haut niveau émotionnel et de souffrance. Les parents nous racontent des choses inavouables et extrêmement douloureuses pour eux. Il y a aussi dans les outils que j'ai décrits très rapidement tout à l'heure, que je montrais, il y a la question de la déclaration, qui est vraiment c'est très symbolique. On va le voir après, hein, dans la diapo d'après en détail. Et c'est vraiment cette question du changement de posture, euh, qui est un processus que je retrouve moins dans d'autres groupes de psychoéducation, des gens qui vont vous dire, en fait, à la fin du groupe, hein, vous avez changé ma vie. Et bon, ça fait toujours plaisir à entendre. Mais c'est pas tant. En fait, il y a souvent, alors il y a quand même souvent moins de crises, hein, quand même, et moins de colère, mais quand ils disent on a changé leur vie, on a changé leur regard, on a changé leur posture, et ça leur fait énormément de bien, et ça leur donne du coup de l'énergie pour réussir à résister aux troubles du comportement s'ils persistent. Donc c'est vraiment un point important. La déclaration, euh, très, très rapidement, pour vous décrire ce que c'est vraiment une déclaration. Les enfants, c'est très solennel, hein, les parents écrivent euh, un texte qu'ils vont déclarer à l'enfant. Alors on rentre dans sa chambre à deux parents, et puis on a le texte, et puis voilà, on va le lire à voix haute devant l'enfant. Alors vous avez toutes les réactions possibles et inimaginables. Là, on les prépare à toutes les réactions possibles et inimaginables. On a eu le mieux qu'on ait eu, c'est un enfant qui a mangé la déclaration. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fini, les parents vont le laisser sur son bureau. Il l'a attrapé, il l'a déchiré, il l'a avalé en disant bah, voilà ce que je fais de votre déclaration. Donc ça n'a pas toujours l'effet escompté, mais les parents vous disent, ils sortent de la chambre et il y a un petit truc déjà qui s'est passé. Euh, c'est un principe. Voilà, on résistera toujours, on sera toujours là. On va peut-être faire des erreurs, on est des humains, mais notre objectif, c'est celui-ci. Donc il y a vraiment cette suggestion d'un avant et d'un après pour les parents dans la posture et dans le comportement. Le réseau de soutien aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Très souvent, quand il y a ces comportements violents, il y a une honte extrêmement importante de ce qui se passe à la maison. En plus, très souvent, ça peut être des comportements tyranniques qui sont intrafamiliaux, hein, donc des parents chaque personne, hein, le prof de piano qui dit oh, votre enfant c'est un ange, vraiment c'est tellement agréable de l'avoir en cours. Voilà, donc c'est des choses qui sont bien difficiles à entendre pour les parents et qui du coup renforcent l'isolement quelque part. Donc l'idée va être justement de briser ce tabou et de se constituer autour de nous un réseau de soutien avec d'autres adultes, y compris des personnes importantes pour l'enfant. Donc ça peut être de la famille, mais ça peut être, voilà, je donne l'exemple du prof de piano, ça a été pour une situation un point vraiment central. Donc c'est amené de la sorte, hein, les parents ont dit, écoute, voilà, nous n'y arrivons pas seuls, à t'aider et à nous aider à faire que ces comportements cessent. Donc, nous allons nous entourer d'un réseau de soutien. Dans ce réseau de soutien, nous allons solliciter ton prof de piano dans certaines situations, quand il y a des crises trop fortes ou des choses trop graves. Et l'idée, c'est pas que la personne, une fois qu'elle est contactée, sermonne l'enfant, elle lui dit bah, enfin, qu'est-ce que tu as fait, tu te rends compte, nanana, nanana. Mais ça va être surtout voilà, de dire bah, tes parents m'ont appelé, qu'est-ce qui se passe, je peux aider, comment tu vas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, tu crois que je peux faire un truc. Et puis parfois des conseils, peut-être que la prochaine fois tu en as parlé avec eux, parce que tu pourrais faire comme ça. Donc ça amène un tiers et ça amène une certaine pression aussi à l'enfant, hein, parce que les gens autour sont au courant de ce qui se passe à la maison. Et donc ça a une bonne et une double ou triple efficacité. Si on fait un petit focus sur la question de l'animation des groupes, vraiment cet aspect de circulation de la parole est vraiment pour moi crucial, central. Et donc le fameux c'est-à-dire, ou est-ce que vous pouvez développer, est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre, tiens, Madame X, est-ce que vous, par rapport à votre enfant, c'est quelque chose que vous... Donc vraiment, de ne pas hésiter à bousculer un petit peu, entre guillemets, les parents. Alors, tout est relatif, hein, il faut bien jauger, là encore, si on les bouscule un peu trop, ils ne reviendront plus. Mais c'est important. Une manière, je trouve, intéressante de bousculer sans trop bousculer, c'est de faire beaucoup de tours de table réguliers, exhaustifs. C'est-à-dire que tout le monde parle du début à la fin. Ça évite comme ça qu'il y ait aussi des personnes qui prennent un peu trop la parole. Donc ça, c'est un truc important. Et qu'on a beaucoup utilisé, nous, sur les visios.
Au final, à cause du Covid, on a basculé pas mal de groupes en visio, avec des difficultés liées bien sûr à ce type de moyens techniques. Mais pour vous dire, on a maintenu un groupe en visio. On en fait du coup 3 en présentiel et un en visio. Parce que, alors déjà, il y a clairement des parents, hein, c'est 1 heure entre midi et 2. On est sur le lieu de travail dans la voiture, on a beaucoup de parents dans leur voiture. Donc ça donne un accès à quelque chose qui n'était pas possible avant. Et puis au final, en insistant vraiment sur cet aspect de tour de rôle, ça marche assez bien. J'accélère, je suis en retard. Bien sûr, cet équilibre entre le contenu théorique et puis les échanges informels. On aime bien, nous, si on donne une tâche à la maison, on fait ce fameux tour de rôle, ce tour de table, pour parler, voilà, j'ai réussi, j'ai pas réussi, je l'ai fait, je l'ai pas fait. Quitte à remettre à la séance suivante la thématique suivante qu'on n'aura pas eu le temps forcément d'aborder si on passe toute l'heure, par exemple, ou l'heure 30 sur les retours des parents. Les spécificités des visios, je l'ai dit. Je me permets de faire un peu de pub, j'en profite, hein. On a coécrit avec Christelle Vernet un petit livre des éditions Sans idées que vous connaissez sûrement, sur la question de l'accompagnement des émotions des enfants et des parents, avec donc des aspects théoriques, très TCC, encore une fois, de thérapie systémique, et puis il y a un petit peu d'hypnose aussi, puisque moi j'ai une formation en hypnose. Donc c'est une approche un peu multidisciplinaire, avec des dialogues, des exemples de dialogue entre les parents et les enfants. Et puis, j'essaye de développer à mes heures perdues, qui sont faibles, mais voilà, une petite plateforme Internet. L'idée, c'est que ce soit complémentaire du livre, parce que l'air de rien, c'est un peu bizarre, mais je pense que pas mal de familles n'ont pas forcément accès au livre, et l'accès Internet par des petites vidéos est plus simple. Donc, voilà, j'ai développé un peu cette plateforme avec des ateliers ou des conférences sur les techniques spécifiques, des petites capsules vidéo sur certaines techniques notamment, ou des témoignages de parents. Et puis voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Vincent. C'était extrêmement clair, c'était concis. Vous êtes parfaitement dans les temps. Merci. Très intéressant, vraiment une super synthèse. Et c'est passionnant de voir ces pratiques autour de la psychoéducation évoluer, que ce soit autour des thématiques Barclay, de ce qu'on peut faire avec des interventions smart. On voit beaucoup de choses qui arrivent, de directions qui sont parfois pas du tout les mêmes et qui en fait aboutissent à des éléments qui sont très compatibles entre les différentes techniques. Donc super, c'est un domaine vraiment qui a de l'avenir, et on confirme qu'on voit des effets parfois très spectaculaires, hein, sur certaines situations qui arrivent très dégradées, et en quelques séances, on fait modifier la dynamique de groupe, mais c'est de la stratégie à chaque fois, c'est de la systémie, il faut anticiper, avoir toujours un coup d'avance, mais c'est très porteur dans les pratiques. Alors, oula, on a une foule de questions, donc beaucoup de remerciements. Merci. Je vous transmets les questions comme elles viennent. Complémentaire du livre. Ah, ça, je ne comprends pas cette question. Y a-t-il des adaptations de ce type de groupe à des groupes d'enseignants? Oui, nous, on n'en fait pas, mais je sais que ça se fait. Et c'est effectivement, à mon avis, très, très intéressant, très important, y compris sur la dynamique. C'est-à-dire que il y a des enseignants qui vont être très en difficulté, très fragiles, soit parce qu'ils ne sont pas formés, soit parce que l'assurance, on va dire, sur les techniques pédagogiques, et voilà. Et alors ça, c'est un truc qu'on dit aux familles souvent, pour essayer d'atténuer leur colère, quand il y a de la colère, quand l'enseignant ne fait pas ce qu'il faut, quand il n'y a pas d'aménagement, ou quand il y a vraiment un rapport de force qui s'est créé entre l'enseignant et l'enfant. On peut dire, hein, que quand même, bien souvent, quand ce rapport de force et ces positions un peu, comment dire, hostiles, ou un peu subagressives des enseignants, souvent ce sont les enseignants qui sont en grande difficulté. Quand vous n'arrivez pas quand vos techniques pédagogiques ne fonctionnent pas, ou qu'il y a des troubles du comportement que vous n'arrivez pas à réguler, bah, vous êtes en échec quelque part. Et il y a des enseignants que c'est très défensif, du coup, hein, de dire que c'est pas moi le problème, c'est l'enfant. Et réglez-moi ce problème, quoi, entre guillemets. Et d'amener cet élément-là, des fois, ça permet d'avoir un élément de compréhension. Alors, comprendre n'est pas excusé, hein, on peut comprendre les choses, et pour autant, voilà, il y a des choses qui ne sont pas acceptables de la part de certains enseignants.
mais ça amène à une vision un petit peu différente, complémentaire de la part des parents. Ce qu'on fait aussi des fois, c'est qu'on fait des jeux de rôle. Moi, je sais très bien jouer l'enseignant acariâtre ou l'enseignant un peu énervé. Et puis l'objectif, c'est que le parent arrive à me changer de posture et à me faire mettre en place des aménagements ou à me faire euh, changer de vision de l'enfant. Donc, il y aurait un intérêt à faire des groupes d'enseignants, clairement, parce que vous auriez dans ce groupe cet aspect justement d'apprentissage, de modeling, d'apprentissage vicariant, de dire, tiens, cet enseignant, il fait ça comme ça, il a l'air de dire qu'il y arrive, waouh, comment il fait, attends, c'est quoi ce truc? Et ça, ça marche beaucoup mieux que quand c'est nous qui parlons ou quand c'est les parents qui parlent. Super. J'en précise, pour prendre des précautions, tous les enseignants ne sont pas tout le temps acariâtres. Oh là là, pardon, hein, on est entièrement d'accord. Et leur tâche est vraiment ardue. Ça, vraiment, nous, on a fait 2 modules de formation là dans l'Hérault pour tous les enseignants de maternelle. On l'a fait il y a 2 ans et puis on l'a fait cette année pour les enseignants de primaire. Vraiment, clairement, c'était pas le fond de mon message, hein. Ô combien leur mission est compliquée aujourd'hui avec leur possibilité de formation aussi et puis leurs moyens. Voilà, je leur jette pas la pierre, hein, clairement. On salue tous les enseignants qui nous suivent de manière très active. Une autre question de Ibrahim. Est-ce possible d'appliquer le programme avec les enfants TSA sans déficience intellectuelle? Oui, pour moi, alors, ça renvoie à la question du profil des enfants. Euh, et, et, et à l'homogénéité du groupe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un enfant ayant un TSA-SDI qui a en plus un TDAH ou des éléments de trouble oppositionnel, alors les choses ne vont pas forcément cadrer, entre guillemets, exactement prototypiques comme c'est écrit dans le programme. Il va y avoir possiblement besoin d'adaptation. Je vais vous donner un exemple qui me revient en tête là. Une maman d'un enfant, alors je ne sais plus, il avait des particularités sensorielles très importantes. Alors, je ne pense pas qu'il était TSA, mais il y avait ces particularités sensorielles. Et elle nous disait que ce qui était très compliqué pour elle et qui entraînait souvent des crises, c'était le passage d'une activité à une autre. Donc, il y avait une espèce de résistance au changement. Et en fait, c'était la thématique, c'était la compliance, comment passer comment faire une demande, etc. Euh, et, euh, et elle disait, moi, je suis obligée de répéter 50 fois, et puis ça finit en crise, il n'arrive pas à passer. Mais c'était vraiment sur les aspects sensoriels qui étaient au premier plan. Et en fait, ce qu'elle a mis en place, cette maman, donc ça ne parlait qu'à elle dans le groupe quelque part, mais on a réfléchi avec elle. Elle a matérialisé le changement par soit un picto, soit un morceau de ce qui allait se faire après. C'est-à-dire que si c'était les devoirs, c'était tiens, je te passe ton stylo, par exemple. Et du fait que l'enfant prenne son stylo, il arrive beaucoup plus facilement à stopper l'activité qu'il est en train de faire et à passer à celle d'après. Euh, il y avait cet aspect un peu physique, entre guillemets, concret, sensoriel, de dire, bah, tiens, l'autre activité, elle est matérialisée, là, elle existe, et donc j'y passe plus facilement. Donc oui, il y a différents profils, ça peut être assez large. Il faut juste faire attention à qu'il n'y ait pas d'écart trop important. Et pour moi, c'est vraiment un écart dans la symptomatologie, dans l'intensité du trouble. Euh, et après, dans le profil, c'est-à-dire, par contre, effectivement, un enfant avec un TSA et une déficience modérée ou sévère, ça va être très compliqué. Donc, effectivement, voilà, toujours cette question de cette homogénéité. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question bien généraliste. Que conseillez-vous face à l'urgence? C'est une excellente question. Euh, L'urgence, alors tout dépend du type d'urgence, hein, mais en tout cas, l'urgence par rapport aux troubles du comportement, euh, alors l'urgence extrême, il y a des placements, hein. C'est-à-dire que nous, ça nous arrive heureusement rarement, mais ça nous arrive que ce soit les enfants, soit les parents qui disent, mais déjà, je ne repartirai pas avec mon enfant de cette consultation. Et on est obligé de faire des OPP, d'ordonnance de placement provisoire, voilà. Euh, Après, il y a la question d'avoir un soutien par des tiers. Alors, ça peut être soit via des accompagnements éducatifs, alors qui sont ce qu'ils sont, hein, et on sait aussi la surcharge clairement aujourd'hui des services d'aide à l'enfance, de l'ASE et
ce type de dispositif, mais quand même, l'air de rien, ça peut fonctionner et se mettre en place quand même assez vite. Mais ça peut être aussi des relais dans la famille. Hein. On a de nous souvent des enfants qui vont chez la tata ou le tonton, ou qui vont. L'idée va être en tout cas de mettre en sécurité les gens. Alors, la question de l'hospitalisation, c'est une question compliquée parce que alors, quand vous avez des éléments suicidaires, des éléments dépressifs, anxio-dépressifs sévères, etc., et des risques de passage à l'acte violent, bien évidemment, il y a la possibilité d'hospitalisation. Mais sur les troubles du comportement sévères récurrents, on le voit quand même dans la pratique. Les hospitalisations, alors certes, oui, elles permettent un répit de quelques jours, quelques semaines, mais dans la plupart des situations, on ne règle pas, entre guillemets, le problème et on va avoir de nouveau au retour de l'hospitalisation, la dynamique négative qui s'enclenche. Un autre point important aussi, je crois, quand vraiment la situation est extrêmement urgente, c'est que là-dessus, on peut mettre les enfants les enfants et les parents d'accord. C'est-à-dire, tout le monde souffre de ça. Et c'est le temps de consultation ensemble où on arrive alors, il faut être très cadrant parce que sinon, ils se servent de vous comme d'un juge et pour chacun dans le parent, l'ado ou le parent pour montrer combien l'autre est méchant et mauvais. Donc, il faut être hyper cadrant dans ce type de moment-là, mais c'est de dire, voilà, il y a quelque chose sur lequel ils sont d'accord, c'est que ça devient invivable à la maison. Et donc là-dessus, souvent, tout le monde opine de la tête en disant, oui, c'est vrai que c'est vraiment invivable. Et donc, l'idée va être, OK, on prend une des choses, hein, c'est vraiment, vous parliez tout à l'heure des objectifs SMART, on va essayer de prendre un contexte, une situation, et puis de voir, on sort du truc, qui a raison, qui a tort, qui respecte pas, nanana, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire là pour. Donc, on ne parle plus de telle chose, on arrête telle autre chose, ou à un moment donné, il y a des. Alors, ça peut être vu avec les parents, hein, c'est de dire. Par exemple, on fait une pause sur la question des devoirs. Les devoirs, c'est important, hein, c'est sûr. Mais si c'est entre les devoirs ou le fait d'avoir des gestes de maltraitance ou de détruire sa famille, bon, l'équilibre, la question se pose. Et c'est aussi beaucoup comment on amène les choses. Si on l'amène comme quelque chose qu'on abdique et on dit à l'enfant, en gros, c'est t'as gagné, on fait plus tes devoirs, c'est effectivement très problématique. Si la question, c'est le parent qui décide et qui dit, écoute, je prends la décision, moi, là, d'arrêter de regarder tes devoirs parce que ça devient trop compliqué entre nous. Je ne suis pas à l'aise avec cette décision, mais en même temps, je veux pas, j'en ai marre qu'on se détruise et on va réfléchir à trouver une solution autre. Voilà, vous restez dans votre posture parentale. Vous avez bien dit que c'était très compliqué pour vous, que ça vous faisait peur. Il y a aussi toute la communication des émotions parentales, que vous avez peur que l'enfant se casse la figure au niveau des devoirs, etc., du travail scolaire. Et en même temps, vous avez arrêté un des réacteurs des crises et des comportements violents. Très bien. Une question de Cédric. Comment faire un PEHP quand les parents énoncent des difficultés liées à la fratrie? Ensuite, conseillez-vous l'adaptation du PEHP dans un cadre plus large des troubles du comportement? Nous, alors oui, la première question sur les fratries, on le traite, hein, parce que c'est vrai que c'est un sujet récurrent, des relations entre frères et sœurs. Il y a les deux aspects. On le traite sur les groupes classiques du type Barclay, par exemple, ou dans des groupes de résistance non violente. Comment réguler la relation entre les frères et sœurs. On l'aborde aussi, il y a un autre versant, alors nous on ne le fait pas, mais je sais que d'autres le font. On le fait sur d'autres diagnostics. Par exemple, là sur le centre de ressources autisme, il y a des groupes de fratrie d'enfants ayant un diagnostic de TSA. Donc là, on accueille les frères et sœurs. Donc on pourrait tout à fait imaginer un groupe avec des frères et sœurs d'enfants d'adolescents ayant un TDAH. Donc mais c'est une thématique, oui, qui est abordée quasi systématiquement dans les groupes. La deuxième question, c'était, je ne me rappelle plus, c'était c'était quoi? Vous vous rappelez ou pas? Ah, j'ai perdu mon animateur. Le,
Je suis désolé, je ne me rappelle plus la deuxième question. Je vous la redonne, excusez-moi, je t'avais fermé une porte-fenêtre. Je vous en Ensuite, prie. conseillez-vous l'adaptation du PEHP dans un cadre plus large des troubles du comportement? Oui, donc oui, pardon, oui, c'est ça, oui, oui. Euh, alors, tout ce qu'on entend par trouble du comportement, c'est-à-dire que c'est assez vaste. Euh, on s'est fait plusieurs fois la remarque, nous, de l'aspect un peu contraignant, de dire qu'il faut un diagnostic de TDAH ou TOP pour intégrer des groupes. Alors, le diagnostic de TOP étant quand même plus large, entre guillemets, que TDAH. Et donc, c'est vrai que, euh, je vais le dire autrement, la plupart des parents qui se plaignent de troubles du comportement, quand on reprend les critères diagnostiques du TOP, le TOP peut être posé. Donc, soit un TOP intrafamilial, soit mixte. Donc, au final, on a des groupes assez larges, mais on se posait la question de proposer des programmes peut-être plus courts sur notamment ces dimensions de base que j'ai présentées, notamment la question d'anticipation, la question d'escalade, pour un peu le tout venant, entre guillemets, parce que c'est au final quelque chose qu'on retrouve de manière très fréquente, qui est un trouble neurodéveloppemental ou pas d'ailleurs. Une question d'Hélène. Le site Enfance Émotions est complémentaire du livre, mais de quel livre? Nous en avons vu plusieurs. Alors, du 100 idées qu'on a coécrit avec Christelle Vernet, qui est psychologue du développement. Enfin, c'est vraiment, j'ai repris vraiment les idées. Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, les 100 idées, alors c'est assez simple à écrire parce que il y a une idée, donc on développe une idée sur une page. Donc, par exemple, il y a une idée 43, l'anticipation, l'idée 42, l'escalade, enfin voilà, ce genre de choses. On développe, on met des exemples, des illustrations. Il y a des illustrations graphiques aussi parce que souvent, c'est intéressant. On arrive à dire des choses avec des images qu'on n'arrive pas forcément à dire avec des mots. Et donc, l'idée, c'était de reprendre à l'oral ces idées, d'avoir des petites capsules aussi de témoignages de parents et sur du coup l'application de ces idées. Par exemple, j'arrive pas, les écrans c'est l'horreur, j'arrive pas à éteindre les consoles. Ok, quelles sont les idées, les thématiques qui peuvent aider dans cette situation-là? Super. Lucie nous pose la question, combien y a-t-il de thérapeutes qui animent le groupe? Alors nous, on est toujours au moins deux. Alors, toujours. Il peut arriver hein, qu'il y en ait un qui est quelque chose qui s'est rajouté, un qui est malade, un qui n'est pas bien, et de se retrouver sur une ou deux sessions tout seul. Mais c'est vrai que globalement, quand même, à deux, c'est mieux. Pour la raison principale, c'est que quand il y en a un qui parle, l'autre observe. Euh, L'autre, du coup, peut rebondir sur ce qui a été dit, compléter ce qui a été dit, faire intervenir certains parents. Alors, je vois en visio, hein, pour vous dire clairement, quand ma collègue psychologue est en train d'évoquer quelque chose, moi j'ai la visio, je vois bien les visages des gens, je vois bien si ça parle pas, si ça fait des noms, si ça lève les sourcils, j'en profite justement pour après préciser ce qui a été dit, soit préciser en essayant de modérer quelque chose où je vois qu'il y a eu des gros sourcils levés en disant mon Dieu, mais c'est pas possible ou n'importe quoi, voilà, ou à l'inverse, ou carrément solliciter certains parents, dire hey, je vous ai vu bien hocher de la tête là, la maman d'un tel. Est-ce que vous pouvez nous dire que je vois que ça vous parle. Donc voilà. Parenthèse, sur les groupes en visio, hein, je le mettais dans le PowerPoint, je ne l'ai pas dit. Les caméras sont ouvertes de manière obligatoire parce que sinon c'est juste impossible. Vous n'avez pas d'échange de groupe si vous avez des petits rectangles sans avoir la visio. Alors, sauf encore une fois, si la personne est dans son bain ou dans sa douche, mais bon, voilà, on espère que ce ne soit pas forcément le cas pour la plupart. Merci. Alors, une question qui prolonge une question précédente. Y a-t-il des troubles chez les enfants qui sont excluants pour ces groupes? TSA, par exemple, ou certaines psychopathologies? Euh, non, alors, il y a aujourd'hui, j'avais fait une diapo puis je l'ai enlevé, il y a aujourd'hui des groupes, des programmes de psychoéducation, des programmes d'accompagnement parental pour quasiment tous les troubles. Donc, la réponse à la question, c'est que non, il n'y a pas de diagnostic excluant. Euh, par contre, effectivement, la question renvoie à quel est l'objectif du groupe et quelle est la problématique centrale. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage trop important dans le profil des enfants ou le profil des parents. Là encore, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. On voit mal
inclure un enfant ayant un profil de déficience importante non verbale sur un groupe de gestion des troubles du comportement. Parce que, alors, c'est pas dit qu'il ne faut pas le prendre en compte, hein, mais les réponses ne vont pas être du tout les mêmes. On va beaucoup plus être sur de l'analyse fonctionnelle avec le parent et puis d'analyse en détail vraiment précise des situations problèmes. Et la plupart la question justement de comment donner une consigne, voilà, ça va, les tableaux de points, etc., les contrats d'économie de jetons, c'est des choses qui vont être très compliquées à mettre en place, voire même pas possible à mettre en place pour ces familles. Donc, elles vont s'ennuyer dans la plupart des séances. Ça, on le dit aussi au départ du groupe. Je trouve que c'est important à dire. Vos enfants sont… Donc, à la première session, chacun des parents présente son enfant et présente cette situation et présente ce qu'il attend du groupe. Et on repère, et ça marche à tous les coups, qu'à la fois, les enfants se ressemblent beaucoup parce que ils ont tous ou un diagnostic du TDAH ou TOP, et en même temps, ils ont beaucoup de différences, entre guillemets. Donc ça, on les prévient, les parents. On leur dit, il y a certaines sessions, vous allez être à fond parce que ça répond vraiment à une problématique que vous vivez, et peut-être que la session, la semaine suivante ou la semaine d'après, ça va vous passer complètement au-dessus parce que ce n'est pas du tout une problématique que vous avez à la maison. Je prends l'exemple des devoirs, par exemple. Il y a des familles, c'est de l'horreur, et des familles, ça se passe très bien. Donc là encore, c'est du cas par cas, et bon, une fois que le fait en tout cas de pouvoir le dire, les parents sont peuvent être apaisés et savent entre guillemets que tout ne va pas forcément être pile par rapport au profil de leur enfant. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question qui aurait plu à Céline Clément. Quel lien faire entre psychoéducation et éducation thérapeutique? C'est très complémentaire. J'ai présenté la question tout à l'heure de la définition entre guillemets de la psychoéducation. Alors, il y a certains de ces termes qui sont en fait, quand on regarde les différentes définitions de l'éducation thérapeutique qu'on retrouve un peu dans la définition de l'éducation thérapeutique. Voilà. La question de l'éducation thérapeutique, c'est acquérir des compétences pour faire face à sa maladie chronique. Que ce soit sur le diabète, des maladies somatiques, ou voilà. Donc, il y a des points de convergence. Il y a des distinctions. Une des premières, c'est que peut-être le cadre de l'éducation thérapeutique est plus strict, y compris sur le plan administratif et sur le plan de la formation. Vous savez que pour faire de l'éducation thérapeutique, il faut une formation spécifique de 40 heures au minimum. Et donc là, nous, sur le groupe de TP TDAH qu'on fait, tous les animateurs du groupe des groupes sont formés à l'ETP. Il y a aussi, je trouve, alors peut-être que certains puristes de la psychoéducation ne seraient pas d'accord avec moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même une transmission de savoir un peu verticale, un peu plus verticale dans la psychoéducation, alors que l'ETP, c'est vraiment de quoi vous avez besoin, vous, en tant que patient, et je m'adapte à votre besoin. Alors, quand même, c'est clairement aussi présent dans la psychoéducation, mais c'est vraiment le cœur de l'éducation thérapeutique pour moi. Je ne sais pas si vous avez un complément de réponse, mais… Ça me va très bien. Est-ce qu'il est possible de parler de la méthode appliquée en individuel ou couplée, ou en couple, je pense? Alors, ça marche mieux quand il y a les deux parents, je trouve. Bien souvent, on a surtout les mamans, hein, ça j'imagine que les professionnels que vous êtes, si vous avez la même problématique. Le groupe de résistance non violente, on insiste plus pour la présence des deux parents. Et c'est parfois, là c'est du cas par cas, mais c'est parfois un critère d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs familles, on leur a dit, soit c'est tous les deux, soit c'est personne. Pour éviter l'effet vicieux que je vous ai décrit tout à l'heure, un peu paradoxal d'augmenter en fait le conflit parental parce qu'il y a un parent qui arrivait à bouger et l'autre non. Donc bon, c'est toujours mieux quand il y a les deux. Alors après, pour compléter aussi la réponse, il y a des parents, et alors encore une fois, c'est souvent les mamans, quand elles ont la garde exclusive, qui disent, mon Dieu, mais moi je fais tout ça, et puis quand il est chez son père, c'est patatras, il n'y a rien de tout ça qui est fait. Alors oui, c'est vrai. Après, j'ai l'impression quand même dans la pratique que les enfants, il y en a certains qui s'y retrouvent quand même. Et on a eu plusieurs fois
des situations où les enfants ont demandé à leur père, après, papa, tu pourrais mettre des règles en place, s'il te plaît, parce que, en fait, depuis que maman elle en met, c'est quand même, ça se passe mieux. Donc, c'est ce truc un peu que les enfants se rendaient bien compte que ces techniques de psychoéducation mises en place au domicile de la maman les aidaient quelque part à que ça se passe mieux. Et même s'ils sont un peu contre, parce qu'il faut être contre aussi pour les pré-ados, là, et puis parce que c'est beaucoup des règles, entre guillemets, malgré ça, quand même, ils se rendaient compte que ça fonctionnait. Donc, c'est pas grave, c'est tant pis. Oui, c'est sûr que les mamans ne peuvent pas mettre en place les choses chez les papas, ça c'est sûr. Mais voilà, on fait comme on peut et on fait au mieux. Ça, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ok, alors il nous reste un peu moins de 2 minutes. Il y a une question sur la formation au sein d'Octopus. Effectivement, on a plusieurs types de formations en psychoéducation, Barclay, de la psychoéducation plus générale. On travaille avec Smart aussi. Donc, allez voir sur notre site si vous avez des questions, vous nous écrivez et on vous répondra. On a aussi des dispositifs en e-learning. C'était la minute de pub. Il nous reste 1 minute. Une question de Léa. Et dans la formation en psychoéducation, est-ce que la résistance non violente est inclue? Je ne sais pas, non, enfin, nous, on ne forme pas, si ce n'est en interne dans nos équipes. C'est une bonne question. Je sais, il faudrait aller voir. Alors, peut-être que l'AFRE, qui est aussi une association de formation sur Montpellier, forme spécifiquement à la résistance non violente. Mais sinon, je ne sais pas. Je peux dire, c'est pas vraiment sur la thématique de la formation, mais c'est intéressant. Il y a une association de parents qui s'appelle l'association REACT, vers qui on oriente les parents quand il n'y a pas de place dans les groupes ou que parce que ce sont des parents qui ont participé au groupe et qui ont donc la grande ligne de ce type de prise en charge qui peuvent déjà quand même soutenir les parents se soutiennent entre eux, c'est assez intéressant. Super. 19h00, on a fini. Merci. Alors, il me reste juste à dire le mot de la fin. Donc, avant tout, merci beaucoup, docteur Henry. C'était super, c'était très clair, très didactique. Merci à vous, encore une fois. Très utile, plein de bon sens. Et on espère que ça donnera envie à beaucoup d'aller plus loin. Notre prochain rendez-vous 30 minutes avec aura lieu le 31 août autour d'une thématique qui va vous interpeller. Comment la Terre plate vient aux enfants et aux adultes. Et c'est un chercheur en neurosciences de l'Université de Fribourg que nous accueillerons, qui s'appelle Sébastien Diguez. Même format, 30 minutes de conférence, 30 minutes d'échange. Rendez-vous le 31 août. Merci à toute l'équipe technique d'Octopus pour le boulot en amont. Donc, Catherine, un grand merci. Merci à tous les participants d'être aussi fidèles à ce rendez-vous qui nous plaît tant. Et puis, encore une fois, merci, docteur Henry, de nous avoir accordé cette heure tout à fait passionnante. Merci. Merci. Au revoir. Et bonne soirée à tous. Juste, docteur Henry, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre PowerPoint, s'il vous plaît? Bien sûr, oui, sans problème. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.